Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Luc Lemaire. Un jour de novembre 2008, Jean-Luc Lemaire, employé à l'hippodrome de Compiègne dans l'Oise, disparaît sans laisser de traces. Un mois plus tard, son corps est retrouvé enterré dans une sablière. Que lui est-il arrivé ? Dès le début de l'enquête, les gendarmes découvrent que la vie privée de leur victime n'est pas banale. Est-ce de ce côté-là qu'il faut chercher ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Fin de l'année 2008. Le jour se lève sur un petit village du nord de la France. Un jeune garçon d'à peine 13 ans s'apprête comme chaque matin à se rendre au collège. À peine sorti, il se retrouve seul au milieu de nombreux enquêteurs armés. En l'espace de quelques secondes, les forces de l'ordre investissent massivement cette maison. Cet adolescent ne le sait pas encore, mais son existence tout entière vient de basculer. C'est le point de départ d'un scénario criminel aux ingrédients hors du commun. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter près d'un an auparavant. Tout commence début 2008, à moins de 100 km au nord de Paris, dans la région de Compiègne. Ça fait partie de ces jolies villes de province avec un bourg. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Avec un centre-ville qui est encore très animé, très actif, où les gens se croisent. Qui est connu aussi pour ses courses de chevaux, son hippodrome. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Et avec beaucoup de commerces, des petits musées, palais impérial, des choses à visiter. C'est une ville aussi touristique. Tout près de là se trouve Longueuil-Hanel, une commune bien plus modeste. Longueuil-Hanel, c'est une petite localité située à quelques kilomètres au nord de Compiègne, qui a la particularité d'être traversée par le canal de l'Oise. C'est une ville qui est considérée comme une cité de bateliers. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qui a le charme des péniches, avec des rues qui sont plutôt tranquilles et paisibles. Dans ce village, on trouve surtout des familles avec enfants. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. Ce sont des gens qui travaillent à Compiègne ou à Paris. C'est un village résidentiel. C'est dans cette maison, un peu à l'écart du centre de Longueuil-Hanel, que réside Jean-Luc Lemaire et sa famille. À tout juste 47 ans, ce père aimant est dans la force de l'âge. Jean-Luc Lemaire, c'est un homme qui n'est pas très grand, mais quand même solide. Il a un visage carré, un regard franc. Jean-Luc Lemaire donne l'apparence d'un homme plutôt doux. Il a un visage qui est plutôt empathique. C'est un homme plutôt jovial, assez souriant, décrit comme ça par tout le monde en tout cas. Jean-Luc Lemaire n'est pas quelqu'un de très expansif, mais il a le cœur sur la main. Alexander, son fils aîné, et son frère Jean-Claude se souviennent de lui avec émotion. Mon papa est très pudique. Je pense que même à sa famille, à sa mère ou à ses frères, il dit jamais rien en fait. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Il garde tout pour lui. Et il est timide, réservé, tout ce qu'on veut, c'est lui quoi. Quelqu'un de tout très simple, qui savait pas dire non. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. S'il y avait un service, aller aider, prêt à aider les gens. Un homme très gentil, très serviable. On peut lui demander n'importe quoi. S'il peut le faire, il le fera. Jean-Luc Lemaire a quitté le système scolaire très jeune.
Et depuis presque 15 ans, il travaille comme jardinier paysagiste pour le même employeur, l'hippodrome de Compiègne. Il rebouchait les trous après les courses, il s'occupait des fleurs, en tant que jardinier, il s'occupait des boxes des chevaux, etc. Donc c'était un travail complet. Ce poste à l'hippodrome de Compiègne est très intéressant de manière générale parce qu'il a presque un statut de fonctionnaire, il touche 2 000 € par mois. Je pense qu'il devait être super fier de lui, sachant qu'il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait beaucoup d'études, il n'a pas forcément eu de diplôme. Côté vie privée aussi, tout semble aller pour le mieux. Après avoir longtemps vécu chez ses parents, il a enfin trouvé la femme de sa vie. À 32 ans, alors qu'il s'imaginait rester vieux garçon, il tombe amoureux d'Isabelle, une voisine. Elle avait 18 ans à l'époque. Ma mère était plutôt mince. Elle prenait plutôt soin d'elle. C'était une jeune fille blonde. Elle a fait des études de coiffure, c'est quelqu'un qui est relativement coquette. Pour elle, l'apparence, c'est relativement important. Peu importe leurs 14 ans de différence d'âge, entre Jean-Luc Lemaire et cette pétillante jeune fille, c'est le coup de foudre. Isabelle lui est apparue comme un ovni dans sa vie. Une femme totalement fantasque. Je pense que ça a mis dans sa vie la fantaisie qui lui manquait. Il était fou amoureux d'elle. Il était fou amoureux d'elle. Oui, pour lui, c'était la femme de sa vie. C'était avec elle qu'il allait faire ses enfants, construire sa famille. Le couple s'installe sous le même toit. En 1995, Isabelle tombe enceinte et la naissance d'Alexander rend Jean-Luc fou de joie. Mon père était le plus heureux des hommes. Il avait un enfant, il avait quelqu'un à choyer, il devenait père de famille sur le tard, je vais dire. Et je pense que c'était la plus belle chose qui lui est arrivée à cette période-là. Et ce qui montre que, enfin, Isabelle et Jean-Luc sont parents et construisent une famille. Très vite, Isabelle donne une petite sœur à Alexander. Pour ce jeune couple avec 2 enfants, le bonheur est pour ainsi dire total, jusqu'à ce terrible événement de l'année 1999. L'hôpital de Compiègne devrait faire l'objet d'une plainte à la suite du décès d'un bébé de 5 mois en décembre dernier, des suites d'une gastro-entérite. Ses parents estiment aujourd'hui que leur enfant aurait dû être hospitalisé, mais malgré leur insistance, les médecins de garde n'avaient pas accédé à leur demande. Cet épisode dramatique coûte la vie au petit Fabien, âgé d'à peine 5 mois. Pour ses parents, pour son frère Alexander et pour sa sœur, tout s'effondre. J'ai supplié l'interne de minuit et demi à 3h du matin. Isabelle Lemaire, femme de Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez me le garder? Est-ce que vous pouvez me le garder? Donc on les voit qui passent à la télé, qui expliquent leur tragédie, qui expliquent cette erreur de diagnostic, la mort d'un très jeune enfant. À 3h du matin, elle a fini par dire « Non, vous lui donnez beaucoup à boire, ces médicaments plusieurs fois dans la nuit, et si ça ne va pas au cas où ça ne va pas le lendemain, vous reviendrez nous voir. » Mais malheureusement, on y est retourné le lendemain, et il était trop tard. C'est la chose la pire des choses qui peut arriver. Quand on a des enfants, c'est de perdre ses enfants. Ouais, c'est une épreuve, c'est sûr que ça les a marqués. Les parents du petit Fabien, Isabelle et Jean-Luc, en resteront à jamais inconsolables. Et c'est main dans la main qu'ils feront face à cette épreuve. Alors que dans certains couples, un drame aussi terrible aurait pu faire éclater le couple, pour Jean-Luc et Isabelle, ça les soude. Et ils se marient l'année suivante. On peut imaginer que pour eux, c'est une manière de tourner la page, et sans oublier leur bébé décédé, c'est une manière de conjurer le sort. Après son mariage en l'an 2000, le couple donne naissance à 3 autres enfants. Les Lemaire offrent désormais l'image d'une famille aussi nombreuse
que soudée. Mais au début de l'année 2008, Jean-Luc doit faire face à de sérieux problèmes de santé. En cause, le métier très physique qu'il exerce depuis des années à l'hippodrome. Il a peut-être un peu tiré sur la corde. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Mais en tout cas, ces travaux éprouvants font qu'il se retrouve avec une hernie discale, donc complètement immobilisé du dos. Donc il fait un certain nombre d'investigations, découvre qu'il doit être opéré. Malheureusement, cette opération du dos ne se passe pas aussi bien que prévu. Jean-Luc se retrouve donc en arrêt maladie de longue durée. Une période d'inactivité qu'il vit très mal. Son arrêt de travail a joué beaucoup pour son moral et je pense que le fait de rester à la maison, entre parenthèses, à rien faire, l'a beaucoup affecté, oui. Il est habituellement actif, ne pas aller au travail pendant 6 mois. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Ben oui, ça le rendait dingue, dépressif. Mais Jean-Luc le sait, il peut compter sur sa femme Isabelle pour le soutenir. La famille Lemaire avec ses 5 enfants, ce couple dont le père travaille. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. Ils ont l'air d'une famille absolument normale et unie. Pour moi, ma famille, c'était une famille lambda, comme tout le monde. Mon enfance, plutôt heureuse. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Oui, j'étais épanoui, je vivais bien, je manquais de rien, donc plutôt une bonne enfance. Pour Alexander, une enfance insouciante qui s'interrompt brutalement le 9 novembre 2008. Ce fameux dimanche soir, le jeune garçon s'apprête à fêter son 13e anniversaire. Mais en toute fin d'après-midi, sa mère s'étonne. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a aucune nouvelle de son papa. Mon père ne rentre pas. Et donc ma mère décide d'annuler mon anniversaire parce qu'elle n'a plus de nouvelles de mon père. Je suis déçu que l'anniversaire n'ait pas lieu et que ma famille ne soit pas là pour être avec moi. Une fois la déception passée, Alexander imagine que son père va bien finir par rentrer. Mais les heures s'écoulent et toujours rien. En début de soirée, sa mère est dans tous ses états. Je suis dans ma chambre, en train de jouer à la PlayStation. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et ma mère rentre en pleurant et me dit qu'elle n'a toujours pas de nouvelles de mon père et qu'elle est très inquiète. Et lorsqu'elle vient pour m'annoncer ça en pleurs, ça rajoute une pression en fait, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il y a un problème. Près de 15 ans se sont écoulés depuis cette journée d'automne. Pourtant, Alexander s'en souvient comme si c'était hier. Car plus rien dans son existence ne sera jamais comme avant. Le lendemain, lundi 10 novembre 2008, alors que l'adolescent se trouve au collège, tout s'accélère. Ce jour-là, à midi, Isabelle Lemaire se rend à la gendarmerie de Choisy-au-Bac. Elle est très inquiète. Son mari a disparu. Depuis la veille en soir, il n'est pas rentré. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Et en fait, Isabelle va dire aux gendarmes, voilà, je l'ai attendu, j'ai attendu toute la nuit, je m'inquiète, etc. J'ai appelé partout, il n'est pas rentré depuis. Selon sa femme, Jean-Luc Lemaire aurait quitté leur domicile de Longueuil-Annel en fin de journée. Et elle précise avoir passé une partie de la nuit à le rechercher, sans résultat. Et surtout, ce qui va mettre la puce à l'oreille des gendarmes et déclencher immédiatement une enquête pour disparition inquiétante, c'est qu'Isabelle va dire « Mon mari est très très dépressif ». Elle explique que son mari traverse une mauvaise passe, qu'il est en arrêt de travail, qu'il a eu des problèmes de santé, qu'elle craint qu'il veuille attenter à ses jours. Elle dit très clairement « Je pense que mon mari veut mettre fin à ses jours ». Ce père de famille aurait-il pu commettre l'irréparable? Interrogée par la gendarmerie, Isabelle Lemaire en est convaincue. Elle s'en dit même persuadée.
Elle leur explique que la veille au soir, son mari est parti avec un ami pour dépanner un autre ami. Donc ils avaient rendez-vous dans un camping, là c'est donc à quelques kilomètres de Longueuil-en-Elle, c'est au nord de Compiègne. Jean-Luc, depuis ce moment où il est parti pour dépanner cette voiture, n'a plus donné signe de vie. Tous ces éléments, pour Isabelle, conduisent à s'inquiéter véritablement. Des recherches sont aussitôt lancées à Longueuil-en-Elle et dans les environs. Pour les gendarmes, comme pour la famille de Jean-Luc, c'est l'incompréhension. L'affaire est prise très au sérieux. Pourquoi cet homme, qui malgré cette petite mauvaise passe-là, tout se passait bien, pourquoi d'un seul coup il disparaît comme ça sans donner de nouvelles? C'est pas normal, on veut savoir ce qui s'est passé. On recherche un peu nous-mêmes, on n'a pas d'éléments. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Donc après, avec mon frère, on se dit, écoute, on va chercher, on prend la voiture, on va à droite, on va à gauche, on appelle, et rien. Un portable qui sonne dans le vide et aucune trace de Jean-Luc Lemaire, ni même de son véhicule. L'employé de l'hippodrome s'est bien volatilisé en pleine nuit. Les enquêteurs doivent avant tout éclaircir les circonstances de cette disparition. D'après sa femme, il serait donc parti avec un ami la veille en fin de journée. Ils vont donc interroger cet homme immédiatement. Et donc très vite, en fait, va arriver dans l'histoire un certain Frédéric Ricot. Et ce Frédéric Ricot va se présenter aux gendarmes comme étant quasiment le meilleur ami de la famille, le meilleur ami de Jean-Luc. Donc il dit qu'il est avec Jean-Luc en voiture, et arrivé au point de rendez-vous, lui descend, et puis Jean-Luc Lemaire repart en voiture sans dire un mot. Inexplicable, il ne sait pas pourquoi, et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Voilà. Frédéric Ricot est catégorique. D'ailleurs, un second témoin, dit-il, peut en attester. Cet autre ami dont la voiture était en panne dans le camping où se trouve son mobil-home. Donc les gendarmes décident d'entendre celui avec qui Frédéric avait rendez-vous, un certain Alain Lanternier. Ce Alain Lanternier va se présenter lui aussi comme un ami de la famille, il va dire qu'il connaît très bien Jean-Luc, et il va confirmer effectivement en disant « oui, j'ai vu arriver Frédéric, et Jean-Luc l'a déposé, il est parti ». C'est la même histoire que celle que les gendarmes ont déjà entendue 2 fois. Donc voilà, les gendarmes, on imagine comment ça se dire, le gars il est arrivé, il a déposé, il est reparti, il a disparu, et on ne sait toujours pas où il est. Mais pour quelle raison Jean-Luc aurait-il faussé compagnie à ses 2 amis sans rien dire? Cela fait maintenant 24 heures que ce père de famille n'a plus donné signe de vie, lorsque l'affaire s'emballe d'un seul coup. À quelques kilomètres de là, en forêt, un promeneur signale la présence d'un véhicule en grande partie carbonisé. S'agit-il de la voiture de Jean-Luc? Après vérification, les gendarmes apprennent que c'est le même modèle que celui utilisé par le jardinier. Et sur place, les premières constatations ne sont pas rassurantes. Cette voiture a été complètement incendiée. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il n'en reste plus rien, c'est une carcasse, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'accident, aucune trace de freinage. Donc manifestement, le véhicule a été incendié volontairement, donc quelqu'un a mis le feu à la voiture. Jean-Luc aurait-il lui-même allumé cet incendie avant d'en finir? Les enquêteurs sont perplexes. D'autant que 3 jours plus tard, ils font une nouvelle découverte. Un autre passant remarque une sacoche qui flotte dans le canal de l'Oise, à une vingtaine de kilomètres de là. À l'intérieur, des papiers au nom de Jean-Luc Lemaire. Des papiers à plusieurs kilomètres de distance du lieu où se trouvait la voiture calcinée posent beaucoup de questions. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. S'il est allé se suicider, pourquoi brûler sa voiture à un endroit, marcher plusieurs kilomètres dans la nuit? On ne comprend pas très bien la raison d'un tel cheminement pour quelqu'un qui voudrait se suicider. Et est-ce qu'on a besoin d'une telle mise en scène? Ça paraît très curieux. Chez les gendarmes, ces nouveaux éléments soulèvent bien des interrogations. Jean-Luc Lemaire a-t-il vraiment mis fin à ses jours? Pour le moment, impossible de le savoir. Sur le terrain,
tout est mis en œuvre pour tenter de localiser le disparu. Là, on sort les gros moyens, quoi. C'est la recherche avec des dizaines et des dizaines de gendarmes, des hélicos, des maîtres chiens. Il y a aussi des plongeurs qui vont explorer le canal de l'Oise et tout ça ne donne rien. Région de Compiègne, dans l'Oise, mi-novembre 2008. Cela fait déjà une semaine que l'on est sans nouvelles de Jean-Luc Lemaire. Toute sa famille est morte d'inquiétude. À ce moment-là, on voit régulièrement des gendarmes tourner autour du domicile. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Des gendarmes tourner dans la région, on voit des hélicoptères. Tant qu'il n'y a pas de corps, tant que... Au fond de nous-mêmes, on a toujours un espoir, on essaye d'y croire. Enfin, je sais pas, c'est l'être humain qui est certainement fait comme ça. Plus les jours passent et plus j'ai de questions, plus d'angoisse, et je vois que ça n'avance pas. Et donc je me demande vraiment quand est-ce que je vais revoir mon père. Il était très jeune. Tandis que l'enquête piétine, les médias s'emparent de l'affaire. C'est du cas qu'il a offert à papa pour la fête des pères. Isabelle, la femme du disparu, accepte de recevoir une équipe de télévision. Alexander est là, aux côtés de sa maman. Devant les caméras, ma mère a l'air triste, angoissée, désemparée. En fait, elle lance un appel à l'aide à la caméra. C'est dur, très dur. Oui. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Isabelle Lemaire, femme de Jean-Luc. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Donc. Vous pensez Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Vous pensez qu'il a mettre fin à ses jours? Il est parti? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours-là. Cette scène, Alexander ne l'oubliera jamais. Car à cet instant, l'adolescent est certain que son père s'est donné la mort, comme le répète inlassablement sa mère depuis des jours. En fait, elle me communique encore plus son angoisse. Et je la vois vraiment pas bien. Et donc, je me dis que voilà, c'est vraiment pas normal. En découvrant ces images à la télévision, les gendarmes, eux, s'interrogent. Pour quelle raison l'épouse de Jean-Luc Lemaire se montre-t-elle si catégorique? Son mari s'est-il véritablement suicidé? Ou faut-il chercher ailleurs la raison de cette disparition? Dès lors, le doute commence à s'insinuer dans l'esprit des enquêteurs. Face à toutes ces questions, ce sont désormais les hommes de la section de recherche d'Amiens qui reprennent à zéro le dossier Jean-Luc Lemaire. Ces enquêteurs aguerris décident d'auditionner Alexander, son fils de 13 ans. Alexander, lui, c'est l'aîné, c'est le plus grand des enfants. Il peut être entendu par les gendarmes, on peut écouter sa version. Lorsque je dois être interrogé à mon tour par la gendarmerie, il me pose plein de questions. Il me demande comment va mon père, comment se passait la vie à la maison. Le jeune garçon se dit tout aussi inquiet que sa mère sur l'état dépressif de son père. Quant à la soirée du dimanche 9 novembre, il en fait le même récit qu'elle. Alexander, il raconte exactement la même histoire. C'est-à-dire que son papa n'allait pas bien, son papa est parti en voiture avec l'ami Frédéric pour dépanner un autre homme, et puis on l'a jamais revu. Donc la même histoire, la même version, au mot près, est servie aux gendarmes par cet enfant de 13 ans à l'époque. Comme Alexander est mineur, Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Il est accompagné par sa mère. Les gendarmes s'étonnent de la similitude des mots employés, mais aussi de l'attitude d'Isabelle qui prend soin de lire l'intégralité du procès-verbal avant de le signer à son tour. Et si la femme du disparu leur cachait quelque chose? Pour le savoir, ils multiplient les auditions dans l'entourage du couple Lemaire. Et le tableau qui s'en dégage les intrigue encore plus. On va entendre la mère d'Isabelle et sa sœur.
Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et elles vont raconter aux enquêteurs qu'en fait, c'est Isabelle qui dirigeait tout. Elles vont décrire un foyer très surprenant, avec un Jean-Luc faible, soumis par son épouse. Et ça n'est pas tout. En fouillant dans le passé des Lemaire, les enquêteurs font une autre découverte. Un événement qui remonte à l'an 2000, soit juste après la mort tragique de Fabien, leur bébé âgé de 5 mois. Donc elle tombe enceinte à nouveau, donc pour le couple, tout va bien. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Tout va bien, là, c'est le 3e enfant. On était contents parce que on se dit, on faut avancer. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Sans oublier celui qui est parti, mais ça peut les aider. Et puis, la vie continue. Pour Jean-Luc, c'est un immense bonheur d'être à nouveau papa. Mais après tant de chagrin, la famille Lemaire est très loin d'imaginer ce qui l'attend le jour de la naissance. Un nouvel heureux événement, donc Jean-Luc est heureux, tout le monde est heureux, et puis vient l'accouchement, la maternité, le bébé arrive. En fait, il faut imaginer que Jean-Luc, à ce moment-là, après l'accouchement, découvre un enfant métis. Et là, le choc a dû être assez terrible. À l'époque, Jean-Luc Lemaire reconnaît pourtant cet enfant, sans se préoccuper des rumeurs qui courent inévitablement parmi les siens. La naissance de mon petit frère, dans la famille, ça se passe c'est plutôt mitigé parce que du coup, ils comprennent pas comment ça se fait que le petit est métis et nous, on est tous de couleur blanche. Après, je suis assez ouvert, mais dès qu'on a vu l'enfant, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. C'est pas possible. Malgré toutes les réserves de sa famille, de ses frères, Jean-Luc fait bien plus encore. Il élève et il aime cet enfant exactement comme si c'était le sien. Il n'y a pas de souci pour lui, on lui pose des questions, mais c'est vraiment votre fils, vous voyez bien qu'il est métis, oui. Alors Jean-Luc a une certaine prestance, une certaine fierté, c'est-à-dire qu'il assume. Voilà, on se fout de lui dans tout le village, mais c'est pas grave. Dans l'esprit des enquêteurs, c'est un autre visage d'Isabelle Lemaire qui se dessine peu à peu. D'autant que, après la naissance, elle avait avancé une explication pour le moins surprenante. Elle a pu dire à un moment donné que c'était parce qu'elle avait mangé énormément de carottes pendant sa grossesse. Elle explique que pendant toute sa grossesse, elle a mangé des carottes. Et c'est pour ça que cet enfant s'est retrouvé avec un teint foncé, quoi. Donc, véritablement métis. C'est une explication qui pourrait prêter à sourire, mais c'est quelque chose qu'elle dit de façon extrêmement sérieuse. Mais en réalité, tout le monde a compris. Tout le monde a compris dans le village et partout que, évidemment, c'est l'enfant d'un autre. Du côté des gendarmes, en tout cas, une interrogation majeure se pose. Si Isabelle Lemaire arrive à mentir avec autant d'aplomb, alors de quoi est-elle réellement capable ? Pour le savoir, il passe sa vie au crible. Et ils vont aller de surprise en surprise. Cette mère au foyer passe en fait le plus clair de son temps sur les réseaux téléphoniques de rencontres. C'est ce qu'on appelait à l'époque des chats téléphoniques dont elle devient totalement accro. En tout cas, c'est une de ses grandes occupations, Isabelle, c'est de téléphoner, parfois juste discuter et parfois aller un peu plus loin, se rencontrer et concrétiser quelque chose. Isabelle Lemaire multiplie les aventures extra-conjugales. Du point de vue des enquêteurs, c'est une avancée déterminante. Surtout lorsqu'ils comprennent que l'un de ses amants n'est autre que Frédéric Ricot, un nom qui figure déjà dans leur dossier. Souvenez-vous, c'est avec lui que Jean-Luc se trouvait lorsqu'il s'est volatilisé. Et Isabelle aurait rencontré cet homme de 28 ans au hasard de ces échanges téléphoniques. Donc ça a très très vite bien pris entre les deux, ils ont discuté. De fil en aiguille, ils sont devenus amants et ils ont commencé une véritable aventure tous les deux. Autant Jean-Luc est quelqu'un d'effacé, presque timide. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. Autant Frédéric est quelqu'un qui s'impose. Il a un côté très autoritaire.
En interrogeant les proches, les gendarmes apprennent aussi qu'Isabelle aurait présenté Frédéric à Jean-Luc, son mari, comme un ami d'enfance. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont expliquer que cet homme n'est pas du tout un ami et qu'il vit depuis 2 ans, il s'est imposé dans le foyer au grand désarroi de Jean-Luc. Et ce que l'on découvre à ce moment-là, c'est qu'en réalité, c'est un ménage à 3. C'est un ménage à 3 qui est installé depuis au moins 2 ans dans cette maison. Un ménage à 3 avec la femme, le mari et l'amant qui vivent sous le même toit depuis des mois et des mois. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à cela. Mieux encore, en passant en revue les amants d'Isabelle, un autre nom les interpelle, celui d'Alain Lanternier. Cet homme serait l'autre ami avec qui Jean-Luc avait rendez-vous au camping. Un artisan de 36 ans, rencontré là encore sur les réseaux téléphoniques. Et elle va tomber sur ce monsieur qui est un peu plus âgé qu'elle, qui est maçon, qui est un peu en rupture. Lanternier vit depuis quelque temps dans un mobil-home, dans un camping. Il vient de se faire larguer par sa femme et ses enfants. Et cette rencontre remonterait à quelques semaines à peine. Les enquêteurs s'intéressent donc de plus près à cet autre amant d'Isabelle. Et en examinant les vidéosurveillances du camping le soir de la disparition, nouvelle surprise. Ils s'aperçoivent que sur cette vidéo, on ne voit absolument pas Jean-Luc Lemaire. En revanche, on voit Isabelle et Alain Lanternier. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qui n'ont absolument pas du tout l'air de faire la moindre recherche. Ils vont observer Alain Lanternier et Isabelle arriver bras dessus, bras dessous. Ils restent environ 1 heure dans le mobil-home d'Alain et ils repartent, tout simplement. Isabelle avait pourtant juré aux gendarmes qu'à cette heure-là, elle cherchait désespérément son mari. En réalité, elle était en plein ébat sexuel avec Alain Lanternier, son deuxième amant. Pour les gendarmes, toutes ces découvertes, ça commence à faire beaucoup. Il y a le mari disparu, les 2 amants. C'est plus un triangle amoureux, c'est un rectangle amoureux. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il y a la femme avec son mari, avec son premier amant qui vit à la maison et son deuxième amant. Pour les enquêteurs, c'est désormais certain. Isabelle et ses 2 amants, Frédéric Ricot et Alain Lanternier, ne sont sans doute pas étrangers à la disparition de Jean-Luc. Un rectangle amoureux où le mari légitime serait devenu gênant. Face à ce possible scénario, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Et c'est en interrogeant les collègues de Jean-Luc à l'hippodrome que leur enquête s'accélère de nouveau. Il y a notamment une responsable de l'hippodrome qui livre des éléments qui sont plutôt troublants et c'est la première fois que les gendarmes entendent parler de ça. C'est-à-dire que tout salarié de l'hippodrome de Compiègne a le droit à une assurance vie d'une valeur de 200 000 € que les proches, que les ayants droit toucheront même en cas de suicide. C'est une clause qui est rare de trouver dans des contrats d'assurance qu'en cas de suicide, il y a quand même un capital décès qui est servi aux proches. Dans ce contrat-là, cette clause-là était présente. Pour les enquêteurs, il s'agit là d'un témoignage déterminant. Cette clause rarissime, portant sur un éventuel suicide de l'assuré, serait-elle le nœud de toute cette histoire? Et bien évidemment, ça a tout de suite une résonance avec le discours qui est tenu depuis le début de la disparition de Jean-Luc par Isabelle et par Frédéric Ricot. Ils se souviennent que dès le signalement de la disparition de Jean-Luc, Isabelle a répété sans cesse que son mari était suicidaire. Du côté des gendarmes, difficile de n'y voir qu'une malheureuse coïncidence. Surtout lorsqu'ils comprennent qu'Isabelle serait l'unique bénéficiaire de ce fameux contrat d'assurance. En cas de mort de Jean-Luc Lemaire, Isabelle va toucher le pactole. Elle va toucher 200 000 €. Qu'il soit mort de mort naturelle ou même qu'il se soit suicidé comme elle essaie de l'expliquer depuis le début.
Et pour eux, tous ces éléments mis bout à bout constituent un mobile. On ne sait toujours pas où est Jean-Luc. On peut se demander s'il n'a pas été tué pour de l'argent. Après 2 semaines d'investigation, la section de recherche décide de passer à l'action. Et le 26 novembre 2008, le domicile du couple Lemaire est cerné par les forces de l'ordre. Pour Alexander, leur fils aîné, c'est le choc. C'est un matin, je me lève pour aller à l'école. Et au même moment où je veux sortir du domicile, il y a des gendarmes qui me demandent ce que je fais. Alors je leur dis que je vais au collège. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et ils me disent qu'aujourd'hui, ça va pas être possible, qu'il faut que je reste à la maison et qu'il faut que j'aille chercher ma mère. La maman est menottée et emmenée. Alexander, qui est manifestement assez grand pour comprendre ce qui se passe, et pour voir que les gendarmes, ils emmènent maman et papa, il est toujours porté disparu. Voilà plus de 15 jours que tout le monde remue ciel et terre pour retrouver son père. À cet instant, pour Alexander, du haut de ses 13 ans, l'angoisse monte encore d'un cran. On se retrouve vite avec entre 30 et 40 personnes dans la maison, des gendarmes partout qui fouillent toutes les pièces, qui vont dehors, qui fouillent les terrains. Et donc là, moi je comprends que c'est encore plus grave que je l'ai pensé et que là vraiment c'est que mon père il reviendra sûrement pas en fait. Les 5 enfants sont mis à l'écart par les gendarmes. Leur mère et Frédéric Ricot se retrouvent placés en garde à vue. Alain Lanternier, le 3e suspect, est interpellé dans son mobil-home. L'idée pour les enquêteurs, c'est évidemment de voir si les 3 versions données par les 3 suspects sont exactement les mêmes ou s'il y a des divergences. Et s'il y a des divergences, des petites différences, d'insister et de les faire craquer finalement. Ricot, il maintient toujours la même version. Il y est pour rien, il est allé au camping. Le maire est parti, il l'a plus jamais revu. Ricot, lui, il est droit dans ses bottes, il s'en tient à sa première version. Fin de l'histoire. Face aux questions pressantes des enquêteurs, Frédéric Ricot et Isabelle servent toujours le même discours. Alain Lanternier, lui, se montre beaucoup moins coriace. Et pour cause. Alors Alain Lanternier va craquer rapidement parce qu'on va le mettre en face des vidéos du camping qui démontrent que ce soir-là, il n'a absolument pas cherché Jean-Luc Lemaire comme il l'affirmait, mais qu'en réalité, il a passé la soirée dans son mobil-home avec Isabelle. Lanternier finit par craquer et il dit qu'il a entendu Isabelle Lemaire évoquer une disparition programmée de son mari. Elle a dit très clairement on va s'en occuper, on va le faire disparaître. Le trio aurait-il décidé de se débarrasser du mari d'Isabelle? C'est la toute première fois que cette hypothèse émerge aussi clairement. Lanternier poursuit sa confession. Quoi qu'il en soit, dans tous les plans qu'ils ont pu envisager, il faut absolument endormir la méfiance de Jean-Luc Lemaire. Il apparaît très clairement finalement qu'un scénario a été imaginé dans lequel il était question d'aller dépanner un 3e homme, Lanternier, qui avait une panne de voiture. Le plan aurait été mis à exécution dans la soirée du 9 novembre 2008. Alain Lanternier raconte avoir suivi le véhicule où se trouvaient Frédéric Ricot et Jean-Luc Lemaire. On arrive dans un endroit absolument pas éclairé, on est en pleine nuit, on est au mois de novembre. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et Lanternier dit, on s'est arrêté dans cet endroit absolument désertique en pleine nuit, je reste dans ma voiture. À ce moment-là, il voit Frédéric Ricot sortir violemment de la voiture et tirer Jean-Luc Lemaire hors du véhicule. Donc il va dire qu'il va mettre du temps à réaliser ce qui se passe. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qu'il va être également effrayé par la violence avec laquelle Frédéric Ricot s'en prend à Jean-Luc Lemaire. Toujours d'après le récit de Lanternier, Frédéric Ricot aurait alors violemment frappé Jean-Luc avant de s'éloigner dans la nuit pour en finir avec lui. Ricot serait revenu seul, quelques minutes plus tard, afin de le contraindre, sous la menace, dit-il, à lui prêter main forte.
Alain Lanternier explique ensuite qu'ils ont emmené le corps un peu plus loin, dans un autre village, enfin dans une sablière du côté d'Attichy, à quelques kilomètres de là. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Donc ils ont traîné le corps jusqu'à la sablière. Ils avaient 2 pelles, ils ont chacun creusé, ils l'ont enterré et ils l'ont recouvert. La vérité serait-elle enfin sur le point d'éclater? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes confrontent Frédéric Ricot aux premiers aveux d'Alain Lanternier. Les enquêteurs retournent sur la garde à vue de Ricot. Il faut entendre Ricot sur ces nouvelles révélations. Et Ricot va finir par craquer lui aussi. Et il va dire oui, effectivement, il y a eu un problème ce soir-là. Donc il explique qu'effectivement, il était bien en voiture avec Jean-Luc Lemaire. Et c'est là, en pleine nuit, que tout aurait basculé. Une dispute aurait éclaté entre les 2 hommes au sujet d'Isabelle et des enfants. Frédéric se serait énervé avant d'empoigner Jean-Luc. Il aurait agi sur un coup de tête en raison des sentiments qu'il portait à Isabelle. Ce qui est important, c'est l'amour d'Isabelle, le fait qu'Isabelle soit enfin libre. Donc, pour lui, oui, il a tué Jean-Luc, mais c'est un crime passionnel. Et là, d'un coup, Ricot dit, quasiment par réflexe, je lui ai pris le cou, j'ai serré, j'ai attrapé comme ça, et j'ai serré très fort. Et puis, il l'étrangle. Cet étranglement a été très long. Et l'agonie de cet homme a duré pendant plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est un temps énorme pour se voir mourir. Les aveux de Ricot et de Lanternier sont sans équivoque. Reste aux gendarmes à déterminer le rôle exact joué par Isabelle Lemaire dans ce scénario macabre. La défense que va adopter Isabelle du début à la fin du dossier est constante. Elle n'a jamais voulu ce qui s'est passé. Voilà. Elle dit, mais c'est pas possible, mais qu'ont-ils fait? Ils ont tué mon mari. Pourquoi se sont-ils ligués? Mes 2 amants, pourquoi se sont-ils ligués pour tuer mon mari? Le 29 novembre 2008, Isabelle Lemaire est pourtant mise en examen pour complicité dans la mort de son mari. Frédéric Ricot et Alain Lanternier, eux, sont poursuivis pour l'assassinat de Jean-Luc Lemaire. Les 3 suspects sont placés en détention provisoire. Ça fait l'effet d'une bombe parce que on a cette drôle d'histoire de trio amoureux qui vit au même endroit, tout le monde qui est de mèche pour faire disparaître le mari, l'emmener en forêt, l'assassiner, l'enterrer. Enfin, les gens sont abasourdis, quoi. C'est un rebondissement digne d'un scénario de cinéma. 15 jours après sa disparition, on sait désormais que Jean-Luc Lemaire, ce père de famille de 47 ans, a été assassiné par les 2 amants de sa femme. De leur côté, les enquêteurs entament des recherches pour retrouver le corps. Une opération très difficile dans cette immense sablière où il aurait été enterré. En raison des intempéries et des glissements de terrain, il faudra 2 semaines de fouilles intensives avant de localiser le cadavre de Jean-Luc Lemaire. Pour ses 5 enfants, et en particulier pour Alexander, qui a été entendu comme témoin, tout s'écroule brutalement. L'adolescent comprend soudain que sa mère et son amant se sont servis de lui afin de dissimuler la terrible vérité. Pour ma part, Ricot et ma mère m'ont manipulé au moment de l'interrogatoire puisque, en fait, j'étais comme un pion qu'ils orientaient dans une direction qui n'était pas la bonne. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et rien que de mentir aux gendarmes à ce moment-là, la culpabilité est multipliée par 100. Pour lui, c'est bien sa mère qui lui a dicté mot pour mot ce qu'il devait dire afin de faire croire au suicide de son père. Quant aux paroles d'Isabelle face aux caméras de télévision, elles résonnent toujours dans sa mémoire. C'est dur, très dur. Hein. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Donc. Elle a l'air tellement angoissée et en détresse que j'ai aucun doute sur sa sincérité. J'étais tellement pas bien
de la voir elle-même angoissée et triste, etc., que ça m'a vraiment impacté personnellement, parce que je me suis dit qu'elle jouait la comédie, en fait. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours, là. C'est elle qui alimente, en fin de compte, l'histoire, qui insiste sur le suicide. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Et alors ça, c'est le pire. C'est que, voilà, elle passe à la télé, elle ment. Bien des années ont passé depuis ce drame. Alexander a non seulement perdu son père, mais il a aussi été trahi et manipulé par sa propre mère. Après l'arrestation des 3 suspects, le fils aîné de la victime est de nouveau entendu par les gendarmes, mais cette fois sans sa mère. Et ils veulent comprendre comment tout cela a pu arriver. Alexander est interrogé sur sa vie à la maison, en particulier depuis l'arrivée de Frédéric Ricot 2 ans auparavant. Pour l'adolescent, tout avait bien commencé. C'est assez sympa pour la famille finalement d'avoir un nouvel occupant dans la maison. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. On se retrouve avec ce garçon assez rigolo, un peu débonnaire, grande gueule. Et même les enfants l'acceptent parce qu'il semble sympathique et que finalement ça met un petit peu de piment dans une vie qui était très routinière. Alexander raconte que sa mère lui présente Frédéric Ricot comme une vieille connaissance, un ami qui, pour des raisons pratiques, sera hébergé quelque temps chez eux. Mais rapidement, ce nouveau venu aurait pris beaucoup de place au sein du foyer. On a l'impression qu'il va se comporter au sein de cette famille comme un coucou. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. C'est-à-dire l'oiseau qui est extérieur et qui s'installe dans le nid, qui prend toute la place et qui considère qu'il est chez lui. Oui, l'image du coucou, c'est extrêmement juste là, parce que le mec ne fait rien, il vient et s'installe dans le nid, alors dans le lit d'Isabelle. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il est nourri par le pauvre gars là, qui part bosser toute la journée, Jean-Luc, qui compte pas ses heures. Il touche l'argent, il a sa femme, puis il éduque ses enfants. Frédéric, alors sans emploi, profite donc des absences de Jean-Luc pour vivre pleinement son histoire avec Isabelle. Et le soir venu, lorsque Jean-Luc rentre à la maison, l'amant de sa femme se montre de plus en plus directif avec toute la famille, à tel point que lui, l'époux légitime, s'efface peu à peu. Frédéric, c'est un peu l'opposé physique de Jean-Luc. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. C'est un grand type, très costaud. C'est-à-dire que c'est une masse, c'est un type très imposant qui fait une centaine de kilos. Mon père a vite pris conscience que face à Ricot et à son gabarit, il pouvait pas faire grand-chose. Et vu que mon père est quelqu'un de gentil, pas du tout bagarreur, je voyais très bien qu'il pouvait rien faire d'autre que de subir. En fait, dans l'intimité de cette famille, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est-à-dire que Ricot, non seulement est très maltraitant vis-à-vis de Jean-Luc, mais aussi vis-à-vis des enfants. Et donc, il va s'avérer absolument tyrannique au sein de cette famille. Insultes, brimades, violences quotidiennes et répétées sur leur père et sur eux-mêmes. Alexander et le reste de la fratrie décrivent un engrenage qui donne froid dans le dos. Lorsque Ricot est rentré dans notre domicile, j'ai envie de dire que l'enfer a commencé en fait. On a finalement cet homme qui arrive, qui se substitue au mari, qui prend sa place, y compris dans le lit conjugal, qui mène la loi, y compris en frappant les enfants, le mari. Quand on parle de loup dans la bergerie, on est en plein milieu de ça, hein. Ce terrible huis clos s'éternise pendant plus de 2 ans. Jusqu'au moment où, raconte Alexander, du jour au lendemain, Frédéric Ricot se transforme complètement.
Après la disparition de Jean-Luc, l'attitude de Frédéric change de tout au tout à la maison. D'un seul coup, le père Fouettard devient beaucoup plus câlin. Je pense que le changement de comportement était dû à la mort de mon père, parce qu'il savait que mon père ne reviendrait plus. Une fois Jean-Luc Lemaire mort, Frédéric Ricot se dit que tous ses problèmes sont enfin résolus. Il a Isabelle pour lui tout seul. Enfin débarrassé de son rival, l'amant offre un tout autre visage. Alors que le cadavre de Jean-Luc gît dans la sablière, Frédéric Ricot achève de prendre sa place dans la maison. C'est vrai qu'il nous rassurait beaucoup. Et il nous disait tout le temps de ne pas s'inquiéter, que ça allait aller, qu'il fallait laisser passer quelques jours, etc., etc. Et il était tellement serein et posé qu'on lui a fait confiance, en fait. Alors qu'on n'aurait pas dû, parce que c'est lui-même qui a tué mon père. Isabelle et ses deux amants restent incarcérés. L'enquête suit son cours. Mais devant la juge d'instruction, les trois suspects se renvoient la responsabilité du crime. La magistrate décide alors d'organiser une reconstitution afin d'éclaircir le rôle de chacun lors de cette effroyable soirée. Isabelle Lemaire revient dans sa maison 1 an et demi après la mort de son ancien mari. La jeune femme, désormais brune, au visage émacié, semble marquée par ses 18 mois de détention préventive. Difficile de l'apercevoir au milieu de la quarantaine de gendarmes mobilisés pour cette reconstitution. À ses côtés, 2 autres accusés, Frédéric Ricot, qui vivait dans la maison de la victime, et Alain Lanternier, dont le rôle dans l'assassinat reste encore flou. Donc on boucle les rues du village. Donc là, c'est vraiment le grand spectacle, parce que les médias sont là, évidemment, personne n'en loupe une miette. 25 mars 2010. Tous les regards sont braqués sur Longueuil-en-Elle. Alors qui, de son épouse Isabelle, de Ricot ou de Lanternier, a le plus à se reprocher dans la mort de Jean-Luc? Les 2 hommes, très entourés, étaient les amants d'Isabelle Lemaire. Toute la nuit, la juge d'instruction a retracé minute par minute le déroulé des faits en compagnie d'experts. Finalement, cette reconstitution assez spectaculaire, elle apporte pas grand-chose. La seule certitude, c'est que le rôle de Lanternier semble vraiment minime, quoi. Les gendarmes en sont désormais convaincus. Alain Lanternier n'a pas participé à l'acte criminel en soi. Mais il a bien aidé Frédéric Ricot à transporter, puis à enterrer le corps. Après avoir tenté de déterminer les responsabilités de chacun, les gendarmes vont s'intéresser de plus près au mobile. Pour Frédéric Ricot, il s'agirait juste d'un coup de sang dicté par la passion amoureuse. Mais en fouillant dans les affaires de leurs suspects, ils tombent sur un nouvel indice qui pourrait tout changer. L'ordinateur de Frédéric Ricot est saisi et on s'aperçoit que tous les documents sur la situation financière de la famille se trouvent dans cet ordinateur et sont répertoriés. En gros, il tenait la comptabilité du couple, il savait très bien où ils en étaient et il savait aussi qu'il y avait ces 200 000 euros qui devaient tomber à un moment ou à un autre. Les fameux 200 000 euros qui auraient dû être versés à la veuve de Jean-Luc, même en cas de suicide. Ricot voulait-il vivre librement son amour avec Isabelle, mais surtout à l'abri du besoin? En creusant cette piste, les enquêteurs retrouvent un témoin capital, un concessionnaire automobile qui leur raconte avoir reçu la visite de l'amant peu de temps avant le crime. Voilà Ricot qui prend un bon de commande, c'est-à-dire que Ricot est sûr de son fait à ce moment-là. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Plus d'1 mois avant l'assassinat, Ricot est sûr qu'il va assassiner Jean-Luc et toucher l'assurance vie. Cette voiture, Frédéric n'avait pas les moyens de l'acheter. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. D'ailleurs, il avait mentionné qu'il allait toucher une forte somme d'argent. Pour les gendarmes, c'est la preuve ultime de la préméditation. Un crime à la fois passionnel et crapuleux qui aurait été minutieusement prémédité. Dès lors, le scénario retenu par l'accusation n'est plus tout à fait le même.
Là, on a peut-être deux mobiles très très forts, c'est le sexe et l'argent. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. En général, dans une affaire de meurtre, c'est ou l'un ou l'autre. Là, on a sans doute les deux. Selon moi, Rico était vraiment amoureux de ma mère et il voulait qu'elle soit qu'à lui. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et la cause donc, du fait qu'il ait tué mon père, en grande partie, je pense que c'est parce qu'il voulait que ma mère lui appartienne, en fait. Il voulait pas la partager. À partir du moment où l'argent commence à manquer, effectivement, la femme et l'amant sont véritablement devenus les amants diaboliques, un couple infernal. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico, deux amants diaboliques pour une affaire retentissante. Le couple est renvoyé aux assises pour assassinat. Avec de telles charges, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Tribunal de Beauvais, 19 juin 2012. C'est un procès très attendu qui s'ouvre devant la cour d'assises de l'Oise. Celui d'Isabelle Lemaire, de Frédéric Rico et d'Alain Lanternier. Quel est vraiment le rôle de chacun dans la mort de Jean-Luc? Pour Alexander, son fils, c'est peut-être enfin l'heure de vérité. Il aimerait beaucoup avoir des réponses de sa mère, qu'elle lui explique ce qui s'est passé, qu'elle admette son rôle dans le meurtre de son père, mais il n'a jamais de réponse. C'est un père de 5 enfants, c'est aussi son mari. Je comprends pas qu'on puisse vouloir éliminer quelqu'un pour de l'argent. Surtout, vu la vie de famille qu'il a derrière, il savait très bien qu'en faisant ça, ça allait nous détruire en fait. Ça vous brise... Voilà, ça vous brise des vies. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Une famille, des frères, une mère. Comment on peut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent faire ça? Du côté de la défense, l'avocate d'Isabelle tente le tout pour le tout. Elle plaide l'enfance difficile de ses clientes. Quant à ses multiples relations extra-conjugales, elles auraient une explication. C'est quelqu'un qui est, je dirais, en carence affective, qui cherche vraiment de l'affection. Sandrine Makarevitch, avocate d'Isabelle Lemaire. Et qui vraiment n'est pas, je dirais, capable de mettre en place une machination pour l'organiser l'assassinat de son mari. Ça, c'est impossible. Isabelle jure encore et toujours qu'elle ne savait rien de cette entreprise criminelle. Au fil de l'audience, elle et ses deux amants continuent de s'accuser mutuellement du meurtre. On se rend compte au fur et à mesure du déroulement des débats que ce procès part absolument dans tous les sens. Hubert Delarue, avocat de Frédéric Rico. Tantôt on est sur Madame Lemaire, tantôt sur Lanternier, tantôt sur Rico, et aujourd'hui je pense qu'il n'y a rien de déterminant pour départager les uns des autres. Le procès est quasiment insupportable à suivre pour la famille Lemaire parce que les trois accusés se renvoient la balle. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. Non, j'étais pas là, personne l'a tué. On n'apprend pas grand-chose en fin de compte, c'est un des regrets des assises. Alors, que va décider le jury? Au terme d'une semaine de débats très éprouvante pour la famille de la victime, la sentence tombe. Isabelle Lemaire est coupable. Elle est condamnée à 12 ans de prison pour complicité dans l'assassinat de son mari, Jean-Luc Lemaire, en novembre 2008. Frédéric Rico, lui, se voit infliger 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat. S'agissant d'Alain Lanternier, il sera condamné à 3 ans de prison ferme pour non-empêchement d'un crime et recel de cadavres. Pendant les années qui ont suivi, Alexander Lemaire et ses frères et sœurs sont passés de foyer en famille d'accueil. Une vie à jamais marquée par cette affaire que l'aîné de la fratrie a décidé de raconter avec son avocate dans un livre au titre Choc.
Ils ont assassiné mon père. Pendant des années, Alexander a porté tout ce drame sur ses épaules, il n'en a jamais parlé. Alexander donc m'a demandé si j'acceptais d'écrire avec lui son histoire. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Il en avait besoin, il avait besoin de tourner cette page. Il l'a fait parce qu'il avait besoin de rendre hommage à son père. Aujourd'hui, Isabelle, la mère d'Alexander, a fini de purger sa peine. Quant à son fils, à 27 ans, il vit en couple, travaille et mène une vie des plus discrètes. Pour son oncle Jean-Claude, après tant d'épreuves, c'est un grand motif de satisfaction. Ouais, moi je lui tire mon chapeau parce que de remonter comme ça, avec tout ce qu'il a subi, ouais, enfin moi je suis admiratif. Je pense que son père, de là où il est, il doit être fier de lui. Pour moi, il n'est pas mort, mon père. J'ai envie qu'il continue à vivre à travers ce que j'ai écrit, à travers ce que je dis. J'ai vraiment envie qu'il soit présent avec nous. Un père dont Alexander conserve un ultime souvenir. C'était ce fameux dimanche de l'automne 2008. Il venait d'avoir 13 ans. Je peux pas oublier. C'est le soir où j'aurais dû fêter mon anniversaire avec mon père. Je dis papa, je peux venir avec toi? Et il m'a dit non, tu peux rester avec maman, j'en ai pas pour longtemps. Et je l'ai vu descendre dans la cave et c'était la dernière fois où je l'ai vu vivant. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.